Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler arriva à la chancellerie du Reich en tant que 14e chancelier d'une démocratie mourante. 12 ans plus tard, cette même démocratie n'était plus que des décombres. Berlin brûlait. Et plus de 60 millions d'êtres humains étaient morts dans la guerre la plus dévastatrice que l'humanité ait connue jusqu'alors. Ce n'est pas l'histoire d'un monstre abstrait qui est apparu de nulle part. C'est l'histoire de comment une nation entière, avec sa culture, sa bureaucratie, ses généraux, ses citoyens, a construit, soutenu et finalement été détruite par le régime qu'elle a choisi. L'Allemagne qui a engendré le nazisme n'était pas un pays barbare. C'était la nation de Goethe, de Schiller, de Beethoven. Elle avait l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés du monde, une tradition philosophique vénérée dans toute l'Europe et une industrie militaire qui avait conduit le monde entier au bord de l'effondrement en 1914. Mais en 1919, ce même pays reçut une facture qu'il ne pouvait pas payer. Le traité de Versailles lui imposa 132 milliards de marks or en réparation de guerre, lui arracha 13% de son territoire et réduisit son armée à 100 000 hommes. Cette blessure ouverte fut le terreau dans lequel Hitler trouva sa voie, ses partisans et finalement son chemin vers le pouvoir. Ce qui suivit fut une transformation sans précédent. En moins de 6 mois depuis sa nomination, Hitler transforma une république parlementaire en un État totalitaire à parti unique. Il utilisa les lois, les institutions et la bureaucratie existantes pour démanteler chacun de ses contrepoids. Et lorsque l'appareil juridique ne suffisait plus, il utilisa la peur, la violence et, enfin, la guerre totale. Ce récit raconte cette traversée, des tranchées de la Première Guerre mondiale au dernier bunker de Berlin, depuis l'intérieur du système allemand, ses dirigeants, ses soldats, ses décisions et leurs conséquences. Le chapitre allemand de la Seconde Guerre mondiale n'est pas uniquement l'histoire de Hitler. C'est l'histoire de comment des millions de personnes ont suivi, collaboré, détourné le regard ou simplement obéi aux ordres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à sauver. Comprendre ce processus n'est pas le justifier. C'est la seule manière de s'assurer qu'il ne se répète pas. L'UF du serpent, l'Autriche, Vienne et les années de formation. Un homme sans métier, sans domicile fixe et sans aucun titre académique était sur le point de redessiner la carte du monde. Adolf Hitler naquit le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, un village autrichien situé exactement à la frontière de l'Empire allemand. Son père, Alois Hitler, était fonctionnaire des douanes de l'Empire des Habsbourg, un homme qui était monté de l'illégitimité à un statut respectable de fonctionnaire de niveau moyen. La famille changea plusieurs fois de résidence, de Braunau à Passau puis à Linz, où Adolf passa la majeure partie d'une enfance sans rien de particulièrement remarquable. Alois Hitler était un père de famille autoritaire et brutal, adepte des coups physiques dont l'ombre terrorisait son fils indolent. Adolphe trouva refuge auprès de sa mère, Clara, qui le couvrait d'une dévotion qui frôlait l'obsession. 3 frères étaient morts avant qu'Adolphe ne naisse, et Clara avait décidé de protéger ce fils survivant avec une intensité qui l'isola du monde réel. Lorsqu'Aloïs mourut en 1903, Adolphe avait 14 ans. La tension domestique se relâcha. Mais l'adolescent avait déjà pris sa forme essentielle, solitaire, fantasque, incapable de recevoir des critiques et absolument convaincu de son propre génie. C'était un mauvais élève. Ses notes à la Realschule, l'école technique de Linz, étaient si basses qu'il dut redoubler et passer des examens spéciaux pour éviter un 2e échec. Il échoua en mathématiques et, de manière significative, en allemand. Il quitta l'école à 16 ans sans diplôme, convaincu que son destin était la grandeur artistique. Il rêvait de devenir un grand peintre, un architecte monumental, un créateur de villes. Son seul ami véritable était August Kubizek, le fils d'un tapissier de Linz qui aspirait à devenir musicien. Kubizek le décrivit plus tard comme presque pathologiquement sensible en ce qui concernait son corps et son image. Hitler parlait sans cesse, Kubizek écoutait. C'était la dynamique parfaite pour quelqu'un qui n'a jamais toléré la contradiction. En juillet 1907, Hitler convainquit sa mère, déjà gravement malade du cancer, de le laisser aller à Vienne pour préparer l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts. La ville l'éblouit. L'Opéra impérial, le Parlement, les grands bâtiments de la Ringstrasse. Mais, excessivement confiant en ses propres talents, il se prépara à peine pour l'examen.
Il présenta un dossier avec ses dessins et attendit. Lorsque le rejet arriva, il le frappa, selon ses propres mots, comme un éclair venant de nulle part. L'un des examinateurs indiqua qu'il n'avait pas la capacité d'être peintre. Peut-être pourrait-il essayer l'architecture. Mais l'école d'architecture exigeait un diplôme de niveau moyen qu'il ne pouvait pas présenter en raison de sa propre négligence. Il garda cet échec secret. En décembre 1907, sa mère mourut. Le médecin de famille, un professionnel juif de Linz, déclara qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi brisé par le deuil. Hitler revint à Vienne en janvier 1908 et tenta l'examen d'entrée une seconde fois en octobre de cette année-là. Il fut à nouveau rejeté, cette fois sans même avoir été admis à l'épreuve pratique. Avec ses fantasmes artistiques définitivement anéantis, il sombra dans les couches les plus basses de la ville. Entre 1909 et 1913, il vécut dans des refuges pour sans-abri et des foyers de charité du district de Meidling, au sud de Vienne. Il vendait de petites aquarelles de bâtiments et des cartes postales peintes à la main pour survivre. Il n'avait pas de travail fixe, pas de projet, pas de relations intimes. Il n'avait que du temps, des heures interminables passées dans les cafés et les salles de lecture où il absorbait des journaux, des tracts politiques et des textes pseudo-scientifiques sur les races. C'est dans ce Vienne du début du XXe siècle qu'Hitler entra en contact systématique avec l'antisémitisme en tant qu'idéologie politique. La ville était le laboratoire de nombreuses des idées les plus sombres d'Europe, le pangermanisme, l'antisémitisme racial, le darwinisme social. Le maire de Vienne, Karl Lueger, du Parti social-chrétien, avait construit sa base politique sur une rhétorique ouvertement antisémite, gagnant des élections avec des slogans accusant les Juifs des maux économiques de la classe moyenne viennoise. Hitler l'admirait ouvertement. Georg Ritter von Schönerer, leader du mouvement pangermaniste autrichien, prêchait la supériorité raciale des Allemands sur les Slaves et les Juifs. Hitler absorba ses idées comme des éponges absorbent l'eau sans filtre critique, mélangeant dans son esprit l'antisémitisme des cafés, la rhétorique populiste de Lueger et les pamphlets raciaux de publications de bas étage comme Ostara, la revue du moine laïque Lanz von Liebenfels, qui combinait occultisme arien et théorie de hiérarchie raciale. En mai 1913, il franchit la frontière vers Munich. Ce qu'il poussait était en partie le désir d'échapper au service militaire obligatoire dans l'armée autrichienne, qu'il considérait comme un mélange racial dégradé de slaves, de Hongrois et de Juifs. Les autorités autrichiennes le localisèrent et l'obligèrent à se présenter devant une commission médicale à Salzbourg en février 1914. Il fut déclaré inapte au service de combat ou auxiliaire, trop faible. 4 mois plus tard, l'archiduc François Ferdinand était assassiné à Sarajevo. L'Europe se dirigeait vers la guerre, et Adolf Hitler se retrouva, pour la première fois de sa vie, exactement à l'endroit qu'il fallait. Le 2 août 1914, un jour après que l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, Hitler envoya une demande au roi de Bavière pour être admis dans l'armée allemande, bien qu'il fût citoyen autrichien. La demande fut approuvée. Il s'engagea dans le 16e régiment d'infanterie de Bavière, le régiment Lista, nommé ainsi d'après son premier commandant, le colonel Julius von List. La guerre lui donna ce que Vienne n'avait jamais pu, un sentiment d'appartenance, un but et une identité définie. Il fut messager du régiment pendant 4 ans. Il participa à la bataille d'Ypres en octobre 1914, à la bataille de la Somme en 1916, à la bataille d'Arras en 1917. En août 1918, il fut temporairement aveuglé lors d'une attaque au gaz moutarde près de Werwick, en Belgique, et fut évacué à l'hôpital militaire de Peswalk, en Poméranie. C'est là, dans son lit d'hôpital, le 9 novembre 1918, qu'il apprit la nouvelle de l'armistice et de l'abdication du Kaiser. L'armée impériale allemande, qui n'avait jamais été battue en combat sur le territoire allemand, capitulait. Pour Hitler, l'explication était aussi simple que venimeuse. L'Allemagne avait été poignardée dans le dos par les marxistes et les juifs depuis l'intérieur du pays. Cette théorie, la Dolchstoßlegende, ou légende du coup de poignard dans le dos, n'était pas de son invention. Elle circulait largement dans les cercles militaires et politiques allemands depuis plusieurs semaines avant l'armistice. Mais Hitler l'embrassa avec une intensité religieuse qu'il ne quitterait jamais. Il aurait 29 ans, et ce qu'il allait faire avec cette haine allait changer le monde. La République blessée, Weimar, la crise et l'ascension du NSDAP.
L'Allemagne signa l'armistice le 11 novembre 1918, mais elle ne signa pas la paix. Ce qui suivit fut une guerre civile non déclarée. À Berlin, le 9 novembre, le social-démocrate Philipp Scheidemann proclama la République depuis une fenêtre du Reichstag pour devancer les spartakistes, qui quelques minutes plus tard proclamèrent la République soviétique depuis un autre bâtiment. Le Kaiser Guillaume II abdique ce même jour depuis son quartier général à Spa, en Belgique, et s'exila aux Pays-Bas. L'empire de 47 ans se dissout en quelques heures. Ce qui resta fut une démocratie improvisée que personne n'avait demandée, construite au milieu du chaos et que ses ennemis appelleraient à jamais la République des traîtres. L'Assemblée nationale constituante se réunit en janvier 1919 dans la ville de Weimar, choisie précisément parce que c'était la ville de Goethe et de Schiller, pour envoyer le signal que la nouvelle Allemagne était l'Allemagne de la culture et non du militarisme prussien. La Constitution de Weimar fut approuvée en août 1919 et était, sur le papier, l'une des plus progressistes du monde. Suffrage universel, y compris le droit de vote des femmes, parlement bicaméral, protection des droits civils. Mais elle était construite sur du sable mouvant. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du palais de Versailles, fut le coup dont la République de Weimar ne se remettrait jamais complètement. L'article 231, la célèbre clause de culpabilité de guerre, rendait l'Allemagne et ses alliés responsables de tous les dommages causés par le conflit. Sur cette base, les puissances alliées imposèrent des réparations qui, en 1921, furent fixées à 132 milliards de marks or, l'équivalent d'environ 30 milliards de dollars de l'époque. L'Allemagne perdit l'Alsace-Lorraine au profit de la France, la région de Poznanie et la Prusse occidentale au profit de la Pologne nouvellement créée, créant le fameux corridor de Danzig qui séparait la Prusse orientale du reste du pays. Le territoire de Memel au profit de la Lituanie et la Sarre fut placé sous l'administration de la Société des Nations pour 15 ans. L'armée fut limitée à 100 000 hommes, sans chars, sans aviation, sans sous-marins. L'humiliation était totale et calculée. Dans ce contexte de crise, Hitler trouva sa voie. En septembre 1919, travaillant déjà comme informateur et agitateur politique pour l'armée allemande à Munich, il reçut l'ordre de s'infiltrer dans un petit groupe d'extrême droite appelé le Parti ouvrier allemand, Deutsche Arbeiterpartei, DAP. Plutôt que de rendre compte sur ce groupe, il s'y joignit comme membre numéro 55. Bien que les nazis gonflèrent plus tard ce nombre dans leurs archives officielles pour faire croire que le parti avait plus de membres qu'il n'en avait réellement. En février 1920, le parti adopta un nouveau nom, Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP. Et ce même mois, lors du festival de la brasserie Hofbräuhaus de Munich, Hitler présenta devant 2000 personnes le programme en 25 points du parti, nationalisme extrême, antisémitisme racial, rejet du traité de Versailles et un mélange contradictoire de socialisme d'État et de capitalisme sélectif. Hitler était avant tout un orateur extraordinaire. Pas dans le sens académique. Sa grammaire était irrégulière, ses connaissances historiques pleines de lacunes. Mais il avait un don presque pathologique pour détecter les peurs, les rancœurs et les humiliations de son auditoire et les exprimer avec une énergie que les auditeurs décrivaient comme hypnotique. Les rapports de la police bavaroise sur ces rassemblements de 1920 et 1921 mentionnent des foules passant de centaines à milliers. Il parlait pendant des heures, sans notes, construisant des crescendos qui laissaient l'auditoire exténué et exalté en même temps. Le 8 novembre 1923, Hitler tenta d'accélérer le processus par la force. Ce soir-là, alors que le commissaire général de l'État de Bavière, Gustav von Kahr, prononçait un discours à la brasserie Bürgerbräukeller de Munich devant les principaux dirigeants politiques, militaires et économiques de la ville, une centaine d'hommes armés des SA encerclèrent le bâtiment. Hitler entra dans la salle, tira un coup de feu au plafond et annonça que la révolution nationale avait commencé. Le plan était de forcer Kahr, le commandant de l'armée bavaroise, le général Otto von Lossow et le chef de la police d'État Hans von Seisser à soutenir le coup d'État, puis de marcher sur Berlin, imitant la marche sur Rome de Mussolini en octobre 1922. Le coup d'État échoua. Kahr,
Lossow et Seisser firent semblant de coopérer cette nuit-là, mais au matin, ils envoyèrent l'armée et la police écraser la révolte. À midi, le 9 novembre, lorsque Hitler, Hermann Göring, Erich Ludendorff et environ 2000 personnes marchaient vers la Feldherrnhalle en plein centre de Munich, ils furent accueillis par un cordon de police. Dans la brève fusillade qui suivit, 16 putschistes nazis et 4 policiers bavarois furent tués. Hitler se disloqua l'épaule en tombant au sol ou, selon d'autres versions, en se jetant au sol. Göring fut gravement blessé à l'aine. Ludendorff continua stoïquement sa marche vers les policiers sans être arrêté. Hitler fut capturé 2 jours plus tard, caché dans une maison de campagne près de Munich. Il fut jugé pour haute trahison. Le procès fut un cadeau inattendu. Hitler en fit un tribunal politique. Plutôt que de se défendre, il accusa. Il proclama qu'il avait agi au nom de l'Allemagne contre la trahison de ses dirigeants. Les juges, dont beaucoup étaient sympathiques à ses idées, lui permirent de parler pendant des heures. Il fut condamné à 5 ans de prison, la peine minimale, et ne purgea que 9 mois dans la confortable prison de Landsberg am Lech, où il dicta à son secrétaire Rudolf Hess la première partie de son manifeste politique, Mein Kampf, Mon combat, publié en 1925. Le putsch avait échoué militairement, mais il avait transformé Hitler en une figure politique nationale. La Grande Dépression de 1929 fut le moment décisif. Entre 1929 et 1932, le chômage en Allemagne passa de 1,3 million à plus de 6 millions de travailleurs inscrits. Les estimations réelles sont encore plus élevées. Le système bancaire s'effondra. La classe moyenne, qui avait déjà vu ses économies détruites par l'hyperinflation de 1923, voyait maintenant ses affaires et emplois disparaître pour la 2e fois en une décennie. Le gouvernement de la Grande Coalition, présidé par le social-démocrate Hermann Müller, tomba en mars 1930 et les partis traditionnels de centre-droit ne pouvaient non plus offrir de solution. Le vide politique fut comblé par les extrêmes. Lors des élections au Reichstag de septembre 1930, le NSDAP passa de 12 à 107 députés, devenant ainsi le 2e parti du pays. En juillet 1932, il atteignit son apogée, 230 sièges, 37,4% des voix, le parti le plus voté en Allemagne. Le message était simple, répétitif et efficace. Le traité de Versailles avait détruit l'Allemagne. Les marxistes et les juifs l'avaient trahi de l'intérieur. Les partis traditionnels étaient incapables. Seul le NSDAP pouvait restaurer la grandeur nationale. Ce que les électeurs de la classe moyenne, les agriculteurs endettés, les petits entrepreneurs en faillite et les vétérans humiliés entendaient, c'était que quelqu'un, enfin, prenait les choses en main. La prise du pouvoir. Comment détruire une démocratie en 6 mois? Le matin du 30 janvier 1933, un ciel gris s'étendait sur Berlin. Le président de la République, Paul von Hindenburg, maréchal de 85 ans, héros de Tannenberg et symbole vivant de la vieille Allemagne prussienne, signa la nomination d'Adolf Hitler en tant que chancelier du Reich. Il le fit à contre-cœur, sous la pression de son cercle intime et avec la conviction, partagée par presque toute la presse allemande et étrangère, que Hitler serait contrôlé. Le rusé Franz von Papen, qui avait été chancelier à peine 6 mois auparavant et qui serait désormais vice-chancelier, avait dit à un ami cette même semaine « Dans 2 mois, nous aurons acculé Hitler jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'option ». C'était l'erreur de calcul la plus catastrophique de l'histoire politique allemande. Hitler n'avait que 3 ministres nazis dans un cabinet de 11 membres. La presse libérale allemande analysa la composition et conclut que les conservateurs dominaient le gouvernement. The New York Times publia en première page que la composition du cabinet laisse Hitler sans espace pour réaliser aucune ambition dictatoriale. Le Berliner Tagblatt, de tendance libérale de gauche, souligna que les nazis ne causaient pas une grande inquiétude. L'intelligence collective de l'élite politique et médiatique allemande ne put ou ne voulut voir ce qui était devant leurs yeux. Dans la nuit du 30 janvier, des dizaines de milliers d'hommes des SA et des SS défilèrent devant la chancellerie du Reich avec des torches. La procession dura des heures. Depuis une fenêtre du premier étage, Hitler salua la foule. Hindenburg les observa depuis une autre fenêtre, confondant dans l'obscurité les torches avec les feux d'une autre époque.
Le correspondant du Times de Londres décrivit la scène comme inquiétante. Dans les rues de Berlin, cependant, la majorité des citoyens observaient en silence. Le correspondant du journal américain William Shirer, qui couvrait Berlin, écrivit dans son journal « Il n'y a pas de joie parmi le peuple, personne ne célèbre ». C'était une révolution qui venait d'en haut, pas d'en bas. La destruction de la démocratie suivit un rythme précis, calculé et exécuté avec une rapidité qui paralysa ses adversaires potentiels. Le premier acte fut l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, dans la nuit du 27 février 1933. Les flammes commencèrent vers 21h14. Le bâtiment brûla pendant des heures. Un jeune anarchiste hollandais de 24 ans, Marinus van der Lubbe, fut arrêté à l'intérieur avec du matériel incendiaire. Hitler, alerté alors qu'il dînait chez Joseph Goebbels, arriva sur place et proclama devant les journalistes que l'incendie était le début de la révolution communiste. Le lendemain, il signa avec Hindenburg le décret de l'incendie du Reichstag, formellement le décret pour la protection du peuple et de l'État, qui suspendait de facto les libertés civiles garanties par la Constitution de Weimar, liberté d'expression, liberté de la presse, droit de réunion, secret postal et téléphonique, protection contre les arrestations arbitraires. Ce fut le premier instrument légal de l'État totalitaire. Van der Lubbe était-il un opérateur solitaire ou une pièce dans un piège orchestré par les nazis? Les historiens n'ont débattu de la question pendant des décennies. Ce qui n'est pas en débat, c'est que le décret fut préparé avec une rapidité qui suggère une préméditation. Cette même nuit du 27 février, les SS et la Gestapo, qui n'existaient que depuis quelques semaines, arrêtèrent plus de 4000 dirigeants communistes, sociaux-démocrates et fonctionnaires syndicaux. Beaucoup d'entre eux furent envoyés au camp de concentration de Dachau, inauguré le 22 mars 1933 en périphérie de Munich, le premier d'un réseau qui finirait par inclure plus de 1000 installations à travers toute l'Europe occupée. Le deuxième instrument de la destruction fut la loi d'habilitation du 23 mars 1933, la Ermächtigungsgesetz. Hitler avait besoin des 2/3 des voix du Reichstag pour modifier la Constitution et se donner des pouvoirs législatifs pleins. Le compte était serré. Les 81 députés communistes avaient été arrêtés ou étaient dans la clandestinité. De nombreux députés sociaux-démocrates furent ouvertement menacés en chemin vers le Parlement par des hommes des SA postés aux portes. La session ne se tint pas dans le bâtiment du Reichstag, encore endommagé par l'incendie, mais dans l'Opéra Kroll, entouré d'uniformes bruns. Le leader du SPD, Otto Wels, fut le seul à oser parler contre. « On peut nous enlever la liberté et la vie, mais pas l'honneur. » Hitler répondit avec mépris et lui dit que le SPD n'était plus nécessaire. La loi fut adoptée par 441 voix pour et 94 contre, uniquement les sociaux-démocrates. Ce vote fut l'acte de décès de la République de Weimar. Ce qui suivit fut la Gleichschaltung, la coordination, ou l'alignement total de la société allemande avec le régime. En avril 1933, tous les parlements régionaux furent dissous. En mai, les SA prirent d'assaut les syndicats allemands, arrêtèrent leurs dirigeants et confisquèrent leurs propriétés. Le mouvement ouvrier organisé, qui avait été le plus puissant d'Europe, fut liquidé en quelques jours. En juin et juillet, les partis politiques restants furent déclarés illégaux ou se dissocièrent volontairement sous pression. Le 14 juillet 1933, à seulement 6 mois de la nomination d'Hitler, une loi proclama que le NSDAP était le seul parti politique légal d'Allemagne. En 6 mois, une démocratie parlementaire avait été remplacée par une dictature de parti unique, utilisant ses propres lois pour se suicider. Ernst Jünger, capitaine de l'armée allemande et écrivain reconnu, avait observé l'ascension du nazisme depuis les marges intellectuelles de la droite allemande. Dans ses journaux, écrits entre 1941 et 1945, lors de son séjour à Paris en tant qu'officier de la Wehrmacht, il décrivit l'atmosphère de ces années comme une vague d'enthousiasme collectif qui détruisait le jugement individuel. Ce n'était pas un admirateur enthousiaste de Hitler, mais il comprenait la mécanique de ce qui s'était passé. Le vide, l'humiliation nationale, la promesse d'ordre. Cette promesse coûta tout, la nuit des couteaux longs et la consolidation totale du pouvoir. Ernst Röhm était le seul homme en Allemagne à tutoyer Hitler.
Ils avaient partagé les tranchées, la prison politique et les rassemblements dans les brasseries. Mais à l'été 1934, cette amitié de 15 ans ne valait plus un centime, parce que Röhm était devenu un problème qu'Hitler ne pouvait se permettre d'ignorer. Ernst Röhm était le chef des SA, les Sturmabteilungen ou troupes d'assaut, l'armée paramilitaire en chemise brune qui avait été le muscle du nazisme lors de son ascension. En 1934, les SA comptaient environ 3 millions d'hommes, 30 fois plus que le Reichswehr, l'armée officielle allemande, limitée par le traité de Versailles à 100 000 soldats. Röhm faisait pression depuis des mois pour que les SA soient intégrés à l'armée régulière et pour qu'il soit nommé ministre de la Défense. Dans sa vision, il s'agissait de la deuxième révolution, qui compléterait ce que janvier 1933 avait commencé. Déplacer aussi les élites militaires traditionnelles. Pour le haut commandement du Reichswehr, cette perspective était une menace existentielle. Pour Hitler, qui avait besoin de l'armée pour toute expansion territoriale future, le choix était clair. Le piège se tendit en juin 1934. Heinrich Himmler, commandant des SS, et Reinhard Heydrich, chef du service de sécurité SD, fabriquèrent et amplifièrent des rumeurs selon lesquelles Röhm planifiait un coup d'État contre Hitler. Le 25 juin, ils convoquèrent les commandants des SS à Berlin pour une séance d'information et leur annoncèrent que le putsch des SA était imminent. Il n'y avait pas de preuves solides. En revanche, il y avait des preuves que Himmler et Göring utilisaient ce moment pour éliminer des rivaux politiques qui n'avaient rien à voir avec Röhm. Le 29 juin 1934, Hitler était en Westphalie, assistant à un mariage. Cette nuit-là, Himmler et Heydrich lui envoyèrent des rapports sur des émeutes des SA dans plusieurs villes. Goebbels et Göring le réunirent dans sa chambre d'hôtel et lui présentèrent la situation comme une urgence. Hitler ordonna à Göring de prendre un vol retour pour Berlin afin de coordonner les arrestations là-bas, et à Sepp Dietrich, commandant du Leibstandart Adolf Hitler, de préparer 2 compagnies d'élite des SS. À 2h30 du matin, le 30 juin, Hitler monta à bord de son avion privé, un Junkers Ju-52, à destination de Munich. Lorsqu'il atterrit sur le terrain militaire d'Ober-Wiesenfeld, le jour était déjà levé. C'était un samedi. À l'hôtel Hanselbauer de Bad Wissee, à 65 km au sud de Munich, Röhm dormait. Ses hommes, convoqués pour une réunion de direction, étaient arrivés la veille. À 6h30 du matin, les unités des SS encerclèrent l'hôtel. Hitler entra personnellement dans la chambre de Röhm. Il le trouva au lit. « Tu es arrêté », lui dit-il. Röhm fut conduit à la prison de Stadelheim, à Munich. D'autres commandants des SA furent réveillés dans leur chambre, certains sortis du lit avec leurs amants masculins. Un détail que Hitler et Goebbels exploiteraient ensuite pour justifier la purge devant l'opinion publique. Ce qui suivit dans les 48 heures suivantes ne fut pas une opération policière. Ce fut un massacre sélectif. À Munich, les exécutions commencèrent dès l'après-midi dans la cour de la prison de Stadelheim. À Berlin, Göring dirigea une autre vague d'arrestations et d'exécutions dans la caserne de Lichterfelde. Les condamnés incluaient non seulement des dirigeants des SA, mais aussi des conservateurs et des figures qui avaient irrité le régime. L'ex-chancelier Kurt von Schleicher fut abattu chez lui avec sa femme. Gregor Strasser, l'aile socialiste du parti que Hitler avait écrasé en 1932, fut arrêté et tué dans sa cellule. Le vice-chancelier Franz von Papen, dont le conseiller Edgar Jung avait rédigé un discours critique envers le régime prononcé quelques semaines auparavant, fut placé en résidence surveillée. Ses collaborateurs les plus proches furent exécutés. On offrit à Röhm, dans un geste étrange, l'opportunité de se suicider. Un revolver chargé fut déposé dans sa cellule. Il ne l'utilisa pas. Le 1er juillet, 2 officiers des SS entrèrent dans sa cellule à Stadelheim et lui tirèrent à bout portant. Il mourut sur le sol de la prison. Le nombre exact de victimes de la nuit des couteaux longs, nach der langen Messer, n'a jamais été précisément établi. Le régime reconnut officiellement 77 morts. Les historiens estiment entre 150 et 200 exécutions sommaires. Le 13 juillet, Hitler justifia le massacre devant le Reichstag. Il avait agi en tant que juge suprême du peuple allemand pour sauver la nation d'une trahison. Personne dans la salle ne protesta. Les conséquences du 30 juin transformèrent l'anatomie du pouvoir nazi.
Les SS, qui avaient exécuté la purge sous les ordres de Himmler et Heydrich, émergèrent comme la force dominante de l'État. Le 20 juillet, Hitler les rendit officiellement indépendantes des SA. Himmler, qui avait 34 ans, se retrouva à la tête de l'organisation qui, dans les années suivantes, absorbera la Gestapo, construira et administrera les camps de concentration et exécutera la politique raciale du régime jusqu'à ses conséquences finales. Son numéro 2, Heydrich, avait 30 ans et une capacité organisationnelle d'une froideur clinique que ses propres collègues décrivaient comme terrifiante. Le deuxième acte décisif arriva quelques semaines plus tard. Le 2 août 1934, le président Paul von Hindenburg mourut dans sa propriété de Neudeck, en Prusse orientale. Il avait 86 ans. Le jour précédent, sans consulter personne, Hitler avait promulgué une loi fusionnant les fonctions de président et de chancelier en une seule figure, le Führer und Reichskanzler. Le même jour, le 2 août, dans toutes les casernes du Reichswehr d'Allemagne, les soldats prêtèrent serment non pas à la nation, ni à la Constitution, mais à la personne d'Adolf Hitler. Je jure devant Dieu ce sacré serment. Je rendrai une obéissance inconditionnelle au Führer du Reich allemand et du peuple allemand, Adolf Hitler, commandant en chef des forces armées, et je serai prêt à tout moment à risquer ma vie comme un soldat courageux pour ce serment. C'était le serment que, 2 ans plus tard, des généraux ayant de sérieuses réserves sur Hitler continueraient à prêter. La République de Weimar était déjà une entité sans trace institutionnelle. Le Troisième Reich était désormais entièrement construit. L'appareil de la persécution, loi raciale, Kristallnacht et le chemin vers l'abîme. 100 000 Juifs combattirent dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. 12 000 moururent au front. 30 000 reçurent des décorations pour leur courage. Ce fait, découvert avec dégoût par les fonctionnaires nazis eux-mêmes lors de la conception des premières lois antisémites, compliqua momentanément leur application, mais seulement momentanément. La persécution systématique des Juifs allemands commença presque immédiatement après la prise du pouvoir. Le 1er avril 1933, le régime organisa un boycott national coordonné contre les commerces juifs. Des hommes des SA, postés devant les magasins, cabinets médicaux et bureaux d'avocats, empêchaient l'entrée des clients avec des affiches disant « Allemands, n'achètent pas chez les Juifs ». La loi pour la restauration du service civil professionnel du 7 avril 1933 expulsa les fonctionnaires juifs de l'État. Hindenburg, à la demande des organisations d'anciens combattants, insista pour une exception pour les combattants de la Grande Guerre. Les nazis acceptèrent à contre-cœur, mais découvrirent, avec fureur, que cette exception couvrait 60% des médecins, avocats, enseignants et fonctionnaires juifs concernés. Les exceptions furent éliminées une à une jusqu'à ce qu'à la fin de 1938, il n'en reste aucune. Les lois de Nuremberg, promulguées le 15 septembre 1935 lors du congrès du parti dans cette ville, représentaient la formalisation légale de l'antisémitisme racial. La loi de la citoyenneté du Reich priva les Juifs de leur citoyenneté allemande, les réduisant à des sujets de l'État. La loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand interdisait les mariages et les relations sexuelles entre Juifs et citoyens de sang allemand, ainsi que l'emploi de femmes allemandes de moins de 45 ans dans les foyers juifs. Une série de décrets supplémentaires définissait qui était juif. Ceux ayant 3 ou 4 grands-parents juifs étaient classés juifs à part entière. Ceux ayant 1 ou 2 grands-parents juifs étaient des Mischling, des métis. De premier ou deuxième degré, une catégorie légale remplie d'incertitudes et de persécutions intermittentes. En 1936, avec les Jeux olympiques de Berlin, le régime modéra temporairement sa rhétorique antisémite publique. Les affiches « Entrée interdite aux Juifs » disparurent de certains établissements. Les journaux de Julius Streicher, Der Stürmer, connus pour leurs caricatures virulentes antisémites, furent temporairement retirés des kiosques les plus visibles. C'était une parenthèse calculée pour l'audience internationale. En privé, la machine d'exclusion continua de fonctionner sans interruption. En juin 1936, Hitler nomma Heinrich Himmler Reichsführer des SS et chef de toute la police allemande par un seul décret, fusionnant l'appareil répressif du parti avec celui de l'État. À partir de ce moment, la Gestapo fut subordonnée
au SS Adolf Eichmann, un vendeur ambulant d'aspirateurs reconverti en expert des affaires juives au sein du SD, commença à construire un fichier de fiches qui localisait et identifiait chaque juif en Allemagne. Nom, adresse, occupation, classification raciale par degré de filiation. Un second fichier cataloguait les juifs les plus en vue à l'étranger et leur connexion avec l'Allemagne. C'était l'infrastructure de surveillance sur laquelle 5 ans plus tard serait construit l'appareil de l'extermination. La nuit du 9 au 10 novembre 1938 marqua le point de bascule entre la persécution légale graduelle et la violence brute. Le prétexte fut l'assassinat du diplomate allemand Ernst vom Rath à Paris par Herschel Greenspan, un jeune juif polonais de 17 ans dont la famille avait été déportée d'Allemagne en Pologne dans des wagons à bestiaux. Dans la nuit du 9 novembre, alors que les vétérans nazis célébraient à Munich l'anniversaire du putsch de la brasserie de 1923, Goebbels prononça un discours incendiaire devant Hitler et les hiérarques du parti. La colère spontanée du peuple allemand, suggéra-t-il, ne devait pas être réprimée. Les dirigeants des SS et des SA reçurent le signal. En quelques heures, des colonnes d'hommes en civil, pour créer l'illusion de la spontanéité, commencèrent à parcourir l'Allemagne. Ce qui suivit fut systématique. Dans la ville de Leer, en Frise orientale, un témoignage ultérieur documenté raconte qu'un homme de la Gestapo et des membres des SA défoncèrent à la porte de la famille Ackermann. L'officier jeta la femme au sol. Un membre des SS se jeta sur le mari comme un fou. Un autre policier menaça de jeter la fille de 3 ans par la fenêtre. Le père fut traîné jusqu'au commissariat où les prisonniers juifs furent conduits en procession dans les rues, tandis que des groupes de citoyens criaient « Tuez les Juifs !» et leur crachaient dessus. À la synagogue, ils furent forcés de lire à haute voix des textes de Der Stürmer devant l'autel. À 2 heures du matin, le chantre revint couvert de sang. La synagogue était en flammes. Sally Schlesinger avait 12 ans et vivait à Koblenz pendant la Kristallnacht. Dans son témoignage ultérieur, elle décrivit comment elle fut réveillée par un bruit terrifiant dans la maison, comment elle descendit les escaliers et trouva des hommes des SA en train de frapper son beau-père et son oncle tout en les jetant dehors. Les vitres de l'appartement étaient brisées sur le sol. Sa mère était debout dans la pièce, si couverte de verre qu'il était impossible de s'asseoir. Les hommes de la famille furent envoyés à Dachau. Le bilan de la Kristallnacht, la nuit des cristaux brisés, ainsi nommée en raison des 7000 vitrines de commerce juif détruites dans toute l'Allemagne et l'Autriche, fut le suivant, selon les chiffres reconnus par la suite: 267 synagogues incendiées ou détruites, plus de 7500 commerces pillés, environ 100 juifs tués directement lors des pogroms, et entre 25 000 et 30 000 hommes juifs arrêtés et envoyés dans les camps de concentration de Dachau, Sachsenhausen et Buchenwald. La réaction du régime fut, dans une démonstration de cynisme sans pareil, d'imposer à la communauté juive allemande une amende collective d'1 milliard de marks, en guise de réparation pour avoir provoqué les émeutes. Ce que la Kristallnacht montra, aux yeux de ceux qui voulaient le voir, c'est que l'antisémitisme nazi n'était pas une simple rhétorique électorale. C'était une politique d'État avec une capacité d'exécution nationale coordonnée. Pour les Juifs qui restaient encore en Allemagne, à ce moment-là, environ 350 000 des 500 000 qu'il y avait en 1933, la question n'était plus de savoir s'ils devaient partir, mais s'ils pouvaient encore le faire. La politique étrangère du précarieux, du réarmement au pacte Molotov-Ribbentrop. Le 16 mars 1935, Hitler annonça au monde quelque chose qui, depuis plusieurs mois, était un secret de polichinelle. L'Allemagne rétablissait le service militaire obligatoire et créerait une armée de 36 divisions, 550 000 hommes, en violation flagrante du traité de Versailles. La réponse des démocraties occidentales fut une protestation formelle et un accord trilatéral entre la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, connu sous le nom de Front de Stresa, qui condamnait le réarmement allemand. Il n'y eut pas de sanctions. Il n'y eut pas d'action militaire. Hitler en prit note. Le réarmement avait commencé en secret depuis 1933. Le budget militaire allemand, qui en 1933 était de 1900 millions de marks, atteindrait 10 200 millions en 1935 et dépasserait les 17 000 millions en 1938. La Luftwaffe,
La force aérienne, interdite par Versailles, fut reconstituée sous le commandement de Hermann Göring et présentée publiquement en mars 1935. L'industrie de l'armement fonctionnait en 3 équipes. Hermann Göring supervisa le ambitieux plan de 4 ans, lancé en 1936, conçu pour rendre l'économie allemande autosuffisante en matières premières stratégiques, fer, caoutchouc synthétique, combustible, et préparer le pays à une guerre totale dans les 4 ans. Le 7 mars 1936, Hitler ordonna la remilitarisation de la Rhénanie, la zone démilitarisée située à la frontière occidentale de l'Allemagne, que le traité de Versailles avait établi comme un tampon entre l'Allemagne et la France. 3 bataillons de la Wehrmacht traversèrent le Rhin et occupèrent Aix-la-Chapelle, Trèves et Sarrebruck. Les généraux allemands étaient terrifiés. Si la France réagissait militairement, les forces allemandes avaient pour ordre de se retirer immédiatement. La France ne répondit pas. La Grande-Bretagne ne répondit pas. Hitler, qui avait encore une fois pris un pari et gagné, tira la conclusion qui marquerait sa politique extérieure à partir de ce moment. Les démocraties occidentales n'étaient pas prêtes à combattre. L'étape suivante fut l'Autriche. Le 12 mars 1938, les troupes allemandes traversèrent la frontière autrichienne. Il n'y eut pas de combat. Il n'y eut pas de résistance officielle. Le chancelier autrichien Kurt Schuschnigg avait convoqué un plébiscite pour le 13 mars, demandant aux Autrichiens s'ils souhaitaient maintenir l'indépendance du pays, mais Hitler prit les devants. La pression fut immédiate et totale. Schuschnigg fut contraint de démissionner le 11 mars. Son successeur, le nazi autrichien Arthur Seyss-Inquart, invita les troupes allemandes à entrer. Hitler entra à Linz, sa ville natale d'enfance, à bord d'une Mercedes décapotable, acclamée par des foules. Le 15 mars, il prononça un discours devant 100 000 personnes sur la Heldenplatz de Vienne. L'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, incorpora le Reich avec 10 millions d'Autrichiens allemands et, avec eux, 200 000 Juifs qui se retrouvèrent soudainement sous les lois raciales nazies. La Tchécoslovaquie fut la suivante. La région des Sudètes, à l'ouest du pays, abritait plus de 3 millions d'Allemands ethniques. Hitler soutint ouvertement le parti allemand des Sudètes de Konrad Henlein, qui exigeait une autonomie complète et, en pratique, l'annexion au Reich. En septembre 1938, alors que les troupes allemandes se concentraient à la frontière, le monde frôla la guerre. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain vola 3 fois en Allemagne en 2 semaines. D'abord à Berchtesgaden le 15 septembre, puis à Bad Godesberg le 22 et enfin à la conférence de Munich les 29 et 30 septembre. La conférence de Munich réunit Hitler, Chamberlain, le Premier ministre français Édouard Daladier et le dictateur italien Benito Mussolini. La Tchécoslovaquie n'était pas invitée. Ses représentants attendirent dans un hôtel, tandis que les 4 grands décidaient du destin de leur pays. L'accord atteint dans la matinée du 30 septembre cédait l'ensemble des Sudètes à l'Allemagne avec ses vastes lignes de fortifications, ses industries d'armement, ses mines de charbon et ses 3,5 millions de germanophones. L'ambassadeur tchèque Jean Mastny pleura lorsqu'il apprit la nouvelle par Chamberlain. Les Tchèques furent informés que s'ils refusaient l'accord, ils seraient seuls face à l'Allemagne. « Alors ils ont mis fin à tout cela et nous ont laissé partir », écrivit l'autre représentant tchèque, Hubert Masaryk, dans son rapport. Le matin du 30 septembre, Chamberlain visita l'appartement privé de Hitler à la Prinzregentenplatz de Munich, avec une feuille de papier promettant que les 2 pays ne feraient plus jamais la guerre. Hitler signa avec un sourire. De retour à Londres, Chamberlain agita ce papier par la fenêtre de son avion et prononça les mots qui resteraient à jamais comme l'exemple de l'auto-illusion. « Je crois que cela signifie la paix pour notre époque. » Pour l'interprète allemand Paul Schmitt, qui voyageait dans la voiture de Chamberlain en direction de l'aérodrome, les foules qui acclamèrent le Britannique impliquaient une certaine critique de Hitler. Le peuple allemand voulait aussi la paix. Hitler n'avait pas l'intention de s'arrêter. Le 15 mars 1939, en violation flagrante de l'accord de Munich, les troupes allemandes occupèrent la Bohême et la Moravie, le cœur tchèque du pays. La Tchécoslovaquie cessa d'exister. La Slovaquie devint un État client de Berlin. La Hongrie s'empara de la Ruthénie. En quelques heures, l'Allemagne avait absorbé un pays entier sans tirer un seul coup de feu. Chamberlain déclara que Hitler avait rompu sa promesse.
À ce moment-là, même les partisans les plus acharnés de l'apaisement à Londres et à Paris commencèrent à revoir leurs calculs. La dernière pièce du puzzle avant le déclenchement de la guerre fut le pacte Molotov-Ribbentrop, signé à Moscou le 23 août 1939. Le ministre des Affaires étrangères allemand Joachim von Ribbentrop vola à Moscou et négocia en quelques heures un accord de non-agression entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique qui choqua les gouvernements de toute l'Europe, y compris les membres du Parti communiste allemand qui combattaient le nazisme comme leur ennemi existentiel. Le protocole secret, que le monde ne connaîtrait officiellement qu'au procès de Nuremberg, divisait l'Europe de l'Est en zones d'influence. Les pays baltes, la Finlande et l'Est de la Pologne étaient attribués à l'URSS. L'Ouest de la Pologne et le reste de l'Europe centrale étaient libres pour l'action allemande. Hitler avait garanti qu'en attaquant la Pologne, il n'aurait pas à combattre sur deux fronts simultanément. C'était exactement le scénario que les stratèges allemands avaient jugé fatal depuis 1914. 8 jours après la signature du pacte, le 1er septembre 1939 à 4h45 du matin, le croiseur d'entraînement allemand Schleswig-Holstein, amarré dans le port de Danzig pour une visite de courtoisie, ouvrit le feu contre l'installation militaire polonaise de Westerplatte. 60 divisions allemandes avancèrent simultanément depuis le nord, le sud et l'ouest. La Seconde Guerre mondiale venait de commencer. Les rues de Berlin, ce 1er septembre 1939, étaient presque désertes. William Shirer, le correspondant américain couvrant la capitale allemande, l'a noté dans son journal « Le peuple ne célébrait pas ». Quelques curieux observaient silencieusement passer la voiture de Hitler vers l'Opéra Kroll, où le Führer se rendrait au Reichstag vêtu de sa veste militaire grise. « Le peuple est contre la guerre », avait écrit Shirer la veille. « Les gens parlent ouvertement. Comment un pays dont la population est aussi opposée à la guerre peut-il entrer dans une grande guerre ?» C'était une bonne question. Et la réponse, dans les mois qui suivirent, serait « parce que la machine d'un État totalitaire ne nécessite pas l'enthousiasme de son peuple. Elle ne requiert que son obéissance. » Blitzkrieg, la guerre en Occident est le point d'ébullition. En 9 semaines, l'armée allemande a détruit la France, le même pays qui avait résisté 4 années de guerre de tranchées entre 1914 et 1918 a été écrasé dans une campagne qui a duré moins que l'été. Cette vitesse n'était pas un accident. C'était la conséquence d'une nouvelle doctrine militaire, de commandants audacieux et d'un adversaire qui a mené la guerre de manière erronée. L'invasion de la Pologne avait duré 36 jours, du 1er septembre au 6 octobre 1939. La Wehrmacht avait utilisé la même combinaison qui définirait la Blitzkrieg, guerre éclair. Des colonnes blindées de panzer soutenues par la Luftwaffe, brisant les lignes défensives ennemies à des vitesses dépassant la capacité logistique de l'adversaire à se réorganiser. Le général Heinz Guderian, artisan de la doctrine blindée allemande, avait passé des années à argumenter que les tanks devaient être concentrés en masse et utilisés pour pénétrer et exploiter, et non pour soutenir l'infanterie. En Pologne, cette théorie s'est vérifiée en quelques jours. Sur le flanc occidental, entre septembre 1939 et mai 1940, s'est produite la étrange calme de la Sitzkrieg, la guerre assise. La France et la Grande-Bretagne avaient déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, mais n'ont lancé aucune offensive. Hitler, qui avait besoin de temps pour réorganiser ses forces après la Pologne, en a profité. Le 10 mai 1940, il lança l'offensive occidentale sur 3 fronts simultanés, le nord vers les Pays-Bas et la Belgique, le centre à travers les Ardennes et le sud sur la ligne Maginot. Le mouvement clé fut celui du centre. Le général Erich von Manstein avait proposé de traverser les Ardennes, considérées par l'état-major français comme un terrain impénétrable pour les blindés. Hitler approuva le plan malgré les objections de plusieurs généraux. Ce fut sa seule décision stratégique brillante dans toute la guerre. En 3 jours, les colonnes de panzer de Guderian traversèrent la Meuse à Sedan. Le 15 mai, le Premier ministre français Paul Reynaud appela personnellement le nouveau Premier ministre britannique Winston Churchill pour lui dire « Nous avons été vaincus ». Churchill vola à Paris le lendemain. Les généraux français lui montrèrent la carte avec les positions allemandes déjà en arrière de leur ligne. Churchill demanda où se trouvait la masse stratégique française, la réserve pour contre-attaquer. « Il n'y en a pas »,
répondit calmement le général Gmelin. Le front avait éclaté. Vers le 24 mai, le corps expéditionnaire britannique et le première armée française, environ 400 000 hommes, étaient acculés contre la Manche autour de la ville portuaire de Dunkerque. Les panzers de Guderian étaient à 2,5 km du périmètre du port, prêts pour l'assaut final. À ce moment-là, Hitler donna l'ordre d'arrêter l'avance. Il s'appuya sur l'argument du général Gerd von Rundstedt concernant la nécessité de protéger les tanks dans un terrain marécageux pour l'avancée finale vers Paris, et sur la garantie de Göring que la Luftwaffe pourrait anéantir les soldats piégés depuis les airs. Les généraux Guderian et Erich von Manstein étaient furieux. Ils tenaient l'armée britannique à portée de main. Ce qui suivit fut ce que les Britanniques appelèrent le miracle de Dunkerque. Du 26 mai au 4 juin 1940, une flotte hétérogène de navires de guerre, de bateaux de pêche, de ferries et de yachts privés évacua 338 000 soldats britanniques et 100 000 Français des plages battues par la Luftwaffe. Ils laissèrent derrière eux tout leur matériel lourd, des centaines de tanks, de camions, de pièces d'artillerie, et 40 000 prisonniers tombèrent aux mains des Allemands. Les troupes furent sauvées, mais leur matériel resta dans les sables de Normandie. Churchill transforma cette défaite tactique en une victoire narrative historique avec son discours du 4 juin devant les communes. « Nous nous battrons sur les plages, nous ne nous rendrons jamais ». Hitler comprit trop tard, s'il l'a jamais compris, ce qu'il avait laissé échapper. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes ont défilé sur les Champs-Élysées à Paris. La ville avait été déclarée ville ouverte pour éviter sa destruction. Les cloches ont sonné dans tout le Reich, les sirènes des bateaux sur le Rhin. Le 22 juin, dans la forêt de Compiègne, dans le même wagon de chemin de fer où l'Allemagne avait signé l'armistice en 1918, le gouvernement français du maréchal Henri-Philippe Pétain signa la reddition. Hitler exigea que la cérémonie ait lieu dans ce wagon exact et à cet endroit exact, un retournement délibéré et théâtral de l'humiliation de 1918. L'interprète allemand Paul Schmitt, témoin de ce moment, décrivit Hitler comme dominé par l'émotion en écoutant les termes de l'armistice. Le Reich contrôlait désormais les 2/3 de la France et avait accès à l'Atlantique. Avec l'Europe de l'Ouest soumise, Hitler espérait que la Grande-Bretagne négocierait. Le 19 juillet 1940, il offrit publiquement la paix dans un discours devant le Reichstag. La réponse arriva en quelques minutes. Le ministère des Affaires étrangères britannique la rejeta par radio avant même que le traducteur officiel ait terminé de retranscrire le texte. Il planifia alors l'invasion amphibie des îles britanniques, l'opération Seelöwe, Lion de mer, mais les généraux de la Wehrmacht la considéraient irréalisable sans une domination aérienne préalable. La Luftwaffe de Göring affirma qu'elle pourrait y parvenir. La bataille d'Angleterre, qui se déroula entre juillet et octobre 1940, prouva que non. La RAF, avec ses chasseurs Spitfire et Hurricane et le soutien du radar, technologie que l'Allemagne nazie avait systématiquement sous-estimée, résista à l'attaque allemande. Le 17 septembre 1940, Hitler reporta indéfiniment l'opération Seelöwe. Elle ne reprendrait jamais. L'attention de Hitler s'était déjà tournée vers l'Est. Le 18 décembre 1940, il signa la directive numéro 21 qui ordonnait à l'armée allemande de se préparer à détruire l'Union soviétique lors d'une campagne rapide avant la fin de la guerre contre la Grande-Bretagne. Il donna à cette opération le nom de code Opération Barbarossa, du nom de l'empereur médiéval Frédéric Ier Barberousse, Barbe Rouge. Selon la légende endormie dans les montagnes de Kyffhäuser en Thuringe, attendant de ressurgir lorsque l'Allemagne en aurait besoin. C'était le genre d'aura mythique qui fascinait Hitler, et comme Barbarossa lui-même qui mourut noyé lors de la 3e croisade avant d'accomplir sa mission, l'opération se terminerait en désastre. Barbarosse est le piège de l'Est, la plus grande erreur stratégique de l'histoire. Il suffit de frapper à la porte et toute la structure pourrie s'effondrera. C'est ainsi que Hitler décrivit à Rundstedt ce qu'il attendait de l'invasion de l'Union soviétique. C'était le matin du 22 juin 1941. À cet instant précis, 150 divisions allemandes et leurs alliés, la plus grande force d'invasion jamais assemblée, traversaient une frontière de 2900 km, de la mer Baltique à la mer Noire, la même date où Napoléon avait envahi la Russie, 129 ans auparavant.
L'armée soviétique fut complètement prise par surprise. Staline avait reçu des dizaines d'avertissements de renseignements sur l'invasion imminente, de ses propres espions, du service de renseignement britannique, même de l'ambassadeur allemand, et il les avait tous ignorés. Il considérait cela comme une provocation occidentale pour entraîner l'URSS dans la guerre. Dans les premières heures de l'invasion, la communication entre le haut commandement soviétique et les unités de première ligne était littéralement inopérante. Les premières vagues de la Luftwaffe détruisirent plus de 1200 avions soviétiques au sol dans les premières heures du 22 juin. Beaucoup d'entre eux étant alignés en rangées ordonnées sur les aérodromes frontaliers. L'offensive allemande avança en 3 groupes d'armées. Le groupe d'armée nord, sous le commandement du maréchal Wilhelm von Leeb, avança depuis la Prusse orientale vers les pays baltes en direction de Leningrad. Le groupe d'armée centre, sous le maréchal Fedor von Bock, marcha vers Minsk puis Smolensk en direction de Moscou. Le groupe d'armée sud, sous le maréchal Gerd von Rundstedt, attaqua l'Ukraine en direction de Kiev. Les premiers résultats furent stupéfiants. Au cours des premières semaines, les Allemands capturèrent des centaines de milliers de prisonniers, détruisirent des milliers de tanks soviétiques et avancèrent de centaines de kilomètres. Le 16 juillet 1941, le groupe d'armée centre prit Smolensk, à seulement 360 km de Moscou. Mais c'est ici que commença la première grande dispute stratégique de la campagne. Les généraux de l'état-major, dirigés par Franz Halder, voulèrent concentrer toutes les forces disponibles dans l'avance directe vers Moscou. Hitler, lui, ne voulait pas. Il préférait d'abord achever l'encerclement de Kiev, prendre l'Ukraine avec ses ressources agricoles et industrielles, et assurer le flanc sud avant de revenir sur Moscou. Le 21 août, dans une directive qui provoqua l'étonnement au sein du haut commandement, Hitler ordonna au groupe centre d'arrêter son avancée et d'envoyer des unités blindées au nord et au sud. Le général Halder nota dans son journal que c'était l'erreur stratégique la plus grave de cette campagne orientale. L'encerclement de Kiev fut complété le 26 septembre 1941 avec des résultats spectaculaires, 665 000 prisonniers soviétiques. Mais le temps perdu était irréparable. Dans ce contexte, le 6 juin 1941, 2 semaines avant l'invasion, le haut commandement suprême de la Wehrmacht avait émis la tristement célèbre Ordre des commissaires. Seules 30 copies furent distribuées aux principaux commandants. Ce n'était pas une directive militaire ordinaire. Elle ordonnait que tous les commissaires politiques soviétiques capturés devaient être éliminés sur place immédiatement. L'armée reçut également pour instruction que 4 Einsatzgruppen, groupes d'action, des SS opéreraient dans l'arrière-garde des forces combattantes avec des missions spéciales. L'élimination des fonctionnaires soviétiques et de tous les juifs dans les territoires occupés. Les Einsatzgruppen A, B, C et D, de 500 à 1000 hommes chacun, provenant des SS, de la Gestapo et de la police criminelle, commencèrent leur travail le même jour que l'invasion. Au cours des premiers mois, ils tuèrent des dizaines de milliers de personnes. La Blitzkrieg n'était pas seulement une guerre de conquête, c'était aussi une guerre d'extermination. L'hiver arriva avant que le plan original ne l'ait prévu. La campagne avait été retardée de 6 semaines par rapport à la date initiale, le 15 mai, en raison de la nécessité pour l'Allemagne de secourir l'invasion italienne ratée de la Grèce, qui se termina par l'occupation allemande de la Yougoslavie et de la Grèce en avril 1941. Ces 6 semaines se révélèrent fatales. L'opération Typhon, l'assaut final sur Moscou, fut lancée le 2 octobre 1941. En quelques semaines, les unités allemandes avancées pouvaient voir les tours du Kremlin à travers leurs jumelles. Mais la boue de l'automne russe, la Rasputitsa comme on l'appelait, transforma les routes en marécages impraticables. Après la boue vint le froid, l'hiver le plus rigoureux en Russie depuis 140 ans. En décembre, la température tomba à moins 35 et moins 40 degrés Celsius. Les soldats allemands n'avaient pas de vêtements d'hiver. Le haut commandement avait calculé que la campagne serait terminée pour l'automne. Le 5 décembre 1941, le général Georgi Zhukov lança la contre-offensive soviétique devant Moscou. Les divisions sibériennes, parfaitement équipées pour le froid, repoussèrent les forces allemandes épuisées. Hitler répondit par des ordres stricts de ne pas reculer. Aucune unité ne devait céder du terrain volontairement.
Il destitua le maréchal von Brauchitsch du poste de chef de l'armée de terre le 19 décembre et prit lui-même le commandement direct. La crise de décembre 1941 fut contenue, mais au prix de dizaines de milliers de morts dus au froid, d'amputations en masse et de l'effondrement de la logistique. Et le 11 décembre 1941, 4 jours après Pearl Harbor, Hitler déclara la guerre aux États-Unis. Désormais, l'Allemagne combattait simultanément à l'Est, en Afrique du Nord et dans l'Atlantique contre la plus grande puissance industrielle du monde. Le point de non-retour avait été franchi. Le capitaine Ernst Jünger, affecté à Paris comme officier de la censure militaire du haut commandement à l'hôtel Majestic, observa de loin la détérioration du front de l'Est depuis le privilège de la capitale occupée. Dans ses journaux de cette période, il nota comment l'atmosphère dans les cercles militaires allemands de Paris commença à changer pendant l'hiver 1941 à 1942. La confiance des premiers mois, l'optimisme de la Blitzkrieg, fut remplacé par quelque chose de plus sombre. Les officiers en permission venant de l'Est apportaient avec eux un silence lourd. Ils ne parlèrent pas de ce qu'ils avaient vu. Stalingrad est le point de basculement quand le Reich a commencé à mourir. Le 31 janvier 1943, à 7h35 du matin, le maréchal Friedrich Paulus envoya depuis son sous-sol dans les entrepôts Univermag de Stalingrad son dernier message au Führerhauptquartier. Ses troupes étaient au bord de l'épuisement. Quelques heures plus tard, il sortit vers les lignes soviétiques, les bras levés. Il fut le premier maréchal de campagne allemand capturé vivant dans l'histoire de l'armée. Lorsque Hitler apprit que Paulus s'était rendu au lieu de se suicider, comme il l'avait espéré, il éclata dans une rage qui dura des heures. Le chemin menant à ce sous-sol avait commencé à l'été 1942. Hitler avait décidé de concentrer la campagne de 1942 sur le sud, l'opération Bleue, dont l'objectif était de s'emparer des champs pétrolifères du Caucase. L'opération se déroulait en 3 phases. Encercler les forces soviétiques à l'ouest du Don, avancer le long de la Volga jusqu'à Stalingrad pour établir une position de blocage défensive, puis pénétrer profondément vers le Caucase. Pour la deuxième phase, le 6e armée du général Paulus et la 4e armée Panzer du général Hermann Hoth furent affectés. L'offensive commença le 28 juin 1942 avec les succès rapides que Hitler attendait. En août, les forces allemandes se battaient dans les rues de Stalingrad. Ce qui devait être une position défensive était devenu un objectif de prestige personnel pour Hitler. La ville portait le nom de son adversaire. Plutôt que de la laisser comme un point bloqué et de continuer vers le Caucase, Hitler exigea la conquête totale de la ville. La 6e armée fut envoyée dans une bataille d'usure urbaine pour laquelle elle n'était pas conçue, se battant rue par rue, bâtiment par bâtiment, chambre par chambre dans les ruines industrielles sur les rives de la Volga. Le 14 octobre 1942, la Luftwaffe lança plus de 3000 missions en une seule journée sur Stalingrad. La ville était en ruines illuminée par le feu, mais les défenseurs soviétiques s'accrochaient à chaque mètre de ces ruines avec une ténacité qui déconcertait les commandants allemands. Le 19 novembre 1942, le maréchal Zhukov lança l'opération Uranus, la contre-offensive la plus brillamment conçue de la guerre à l'Est. 2 armées soviétiques attaquèrent simultanément les flancs de la 6e armée allemande, qui était protégée par des divisions roumaines et italiennes notoirement plus faibles et moins bien équipées. En 4 jours, les pincements soviétiques se refermèrent autour de Stalingrad. Le 23 novembre, 330 000 soldats de la 6e armée se retrouvèrent encerclés dans une poche de 50 km de diamètre. Göring promit à Hitler que la Luftwaffe pourrait fournir aux troupes encerclées 500 tonnes de matériel par jour par avion. Il n'atteignit jamais plus de 100 tonnes durant ses meilleurs jours, et la moyenne fut bien inférieure. Les soldats dans la poche mangeaient des chevaux morts. La température chutait à moins 30 degrés. Les munitions s'épuisèrent. Le maréchal Erich von Manstein fut envoyé organiser un corridor de secours avec le groupe d'armée Don, mais la 6e armée, sur ordre exprès d'Hitler, ne pouvait tenter une percée vers lui. Le 19 décembre, l'avancée de Manstein fut arrêtée à 50 km de la poche, trop loin pour que les forces épuisées de Paulus puissent l'atteindre, même si Hitler l'avait permis. Le 8 janvier 1943, les Soviétiques offrirent une reddition avec des conditions, la vie, de la nourriture, des soins médicaux pour les blessés et la rapatriation à la fin de la guerre.
Paulus rejeta l'offre sous la pression d'Hitler. Le 10 janvier commença l'offensive finale soviétique pour écraser la poche. Le 16 janvier, le dernier aérodrome utilisable pour les vols de ravitaillement tomba. Le 30 janvier 1943, 10e anniversaire de l'accession de Hitler au pouvoir, le régime diffusa par radio le discours de Goebbels à Berlin. L'Allemagne ne se rendra jamais. Le même matin, Hitler éleva Paulus au rang de maréchal de champ. Dans l'histoire de l'armée allemande, aucun maréchal de champ n'avait jamais été fait prisonnier. Le message était clair. Paulus ne l'interpréta pas ainsi. Le lendemain, il se rendit. Le bilan final de Stalingrad fut le suivant. Sur les 330 000 soldats encerclés, environ 91 000 furent capturés, dont seulement 6 000 retourneraient en Allemagne, certains d'entre eux des décennies plus tard. Les pertes allemandes dans la poche sont estimées à plus de 150 000. Les pertes roumaines, italiennes et hongroises sur les flancs s'élevèrent à au moins 150 000 autres. En tout, la bataille de Stalingrad coûta aux puissances de l'Axe environ 800 000 pertes, comptant la période complète de juillet 1942 à février 1943. Le 18 février 1943, Goebbels comparait devant 14 000 personnes au Palais des Sports de Berlin et prononça le discours de la guerre totale, appelant la nation à un effort maximal. « Voulez-vous la guerre totale » cria-t-il. La foule répondit par un rugissement. Mais derrière les caméras et les microphones, les rapports confidentiels de la Gestapo peignaient une réalité différente. Le moral civil allemand avait subi un coup sans précédent. La légende de l'invincibilité de la Wehrmacht avait été enterrée dans les neiges de Stalingrad. La campagne de bombardement alliée sur les villes allemandes ajouta une nouvelle dimension d'horreur au front intérieur. Dans la nuit du 27 au 28 juillet 1943, plus de 700 avions de la RAF lancèrent 2236 tonnes de bombes incendiaires sur Hambourg en 1 heure. Les conditions climatiques et la concentration de bombes incendiaires créèrent un phénomène jusqu'alors inconnu, une tempête de feu. La chaleur au niveau du sol atteignit 1500 degrés Celsius. Des cyclones de feu dévastèrent des quartiers entiers. 40 000 personnes moururent dans une seule attaque. Le ministre de l'Armement, Albert Speer, avertit Hitler que si 6 autres villes étaient attaquées de cette manière, la production industrielle allemande pourrait être paralysée. Depuis son quartier général, sans jamais s'être approché d'une ville bombardée, Hitler répondit « Vous remettrez tout en ordre ». Speer ne réussit jamais à remettre tout en ordre. La production allemande continua d'augmenter jusqu'en 1944 grâce à la rationalisation forcée que Speer imposa. Mais l'offensive aérienne alliée après l'invasion fut décisive. Entre mai et septembre 1944, les bombardements alliés réduisirent la production de pétrole synthétique allemande de 359 000 tonnes par mois à 24 000. Les avions allemands n'avaient plus de quoi voler. Les tanks n'avaient plus de quoi bouger. Le Reich fonctionnait sur ses réserves. La fin. Le bunker, la reddition et ce qu'il en restait. La dernière entrée dans le journal du capitaine Ernst Jünger, écrite à Kirchhorst au début de l'année 1945, enregistre le son des canons soviétiques arrivant de l'Est comme un tonnerre ininterrompu. À l'hiver 1944 à 1945, presque tous les Allemands ayant accès à des informations réelles savaient que la guerre était perdue. Ce qui restait à discuter était combien mourrait avant la fin et combien du tissu physique et humain de l'Allemagne resterait debout. Pendant ce temps, Adolf Hitler, qui avait quitté le Führerhauptquartier de Rastenburg en Prusse orientale le 20 novembre 1944, était déjà réfugié depuis des semaines dans le Führerbunker, sous le jardin de la chancellerie du Reich à Berlin, à 15 mètres de profondeur sous terre. Il n'en sortirait plus jamais de manière définitive. Ceux qui le visitaient après plusieurs mois d'absence étaient frappés par sa détérioration physique. Les yeux gonflés et injectés de sang, la peau jaunâtre, les épaules courbées, le bras gauche tremblant d'un tremblement incontrôlable que les médecins reconnaissaient comme un signe précoce de Parkinson. L'uniforme, autrefois immaculé, portait des taches. Il se maintenait avec des doses d'amphétamines et de sédatifs que son médecin personnel, le docteur Théodore Morel, lui administrait depuis 1938. La réalité tactique était brutale. En janvier 1945, le maréchal Georgi Joukov lança l'offensive Vistule-Oder.
qui, en un peu plus de 2 semaines, fit avancer l'armée rouge du Vistule jusqu'à Loder, à 90 km de Berlin. À l'ouest, le contre-attaque allemande échouait dans les Ardennes. L'opération Brouillard d'automne, ou la bataille des Ardennes, en décembre 1944, avait consommé les dernières réserves blindées du Reich sans atteindre aucun de ses objectifs. Après les Ardennes, l'armée allemande à l'ouest ne pourrait plus organiser de défense cohérente. Les troupes américaines franchirent le Rhin à Remagen le 7 mars 1945, profitant d'un pont que les Allemands avaient oublié de détruire. Lors des réunions d'information quotidiennes du bunker, les généraux présentaient des cartes montrant la situation réelle. Hitler écoutait puis imposait des contre-ordres basés sur des unités qui n'existaient déjà plus, sur des divisions qui, selon les cartes, étaient indiquées, mais qui en réalité n'étaient plus que des dizaines d'hommes fatigués et affamés. Lorsque, lors de la réunion du 22 avril 1945, le général Hans Krebs dut informer que le général Felix Steiner n'avait pas pu lancer le contre-attaque ordonné par Hitler parce qu'il n'avait tout simplement pas les forces nécessaires, le Führer s'effondra. Il ordonna de faire sortir tout le monde à l'exception de son cercle le plus intime, Bormann, Keitel, Krebs et Burgdorf. Et puis il dit, d'une voix faible, ce qu'il n'avait jamais dit en 12 ans, « La guerre est perdue ». Les généraux autour de lui ne répondirent pas. Göring, depuis Berchtesgaden, envoya un télégramme le 23 avril demandant si Hitler avait de facto renoncé au commandement et si lui, en tant que successeur désigné, devait prendre la tête du Reich. La réaction d'Hitler fut immédiate et volcanique. Il destitua Göring de tous ses postes, l'expulsa du parti et ordonna son arrestation, avec Bormann pressant pour son exécution. 4 jours plus tard, la nouvelle arriva que Himmler, mon loyal Heinrich, négociait secrètement avec le comte Folke Bernadotte de la Croix-Rouge suédoise pour offrir la reddition de l'Allemagne aux alliés occidentaux tout en poursuivant la lutte contre les soviétiques. C'était le dernier des hommes du cercle intime original. Röhm exécuté, Hess capturé en Écosse, Göring destitué, maintenant Himmler trahissant. Dans le bunker, seul Goebbels resta fidèle. Il était arrivé au bunker avec sa femme Magda et leurs 6 enfants, déclarant qu'il ne voulait pas vivre dans un monde sans le nazisme. Le 28 avril, avec les canons soviétiques à moins d'1 kilomètre, Hitler dicta son testament politique et personnel. Il ne contenait ni révélation, ni regret, ni reconnaissance de responsabilité. Il tenait les hommes d'État internationaux d'origine juive ou travaillant pour des intérêts juifs responsables de la guerre. Il nomma l'amiral Karl Dönitz comme son successeur en tant que président du Reich et Joseph Goebbels comme chancelier. Goebbels mourrait le lendemain après avoir empoisonné ses 6 enfants et s'être suicidé avec sa femme Magda dans le jardin de la chancellerie. Cette même nuit, Hitler se maria avec Eva Braun dans une cérémonie civile dans le couloir du bunker. L'officier convoqué d'urgence dut demander, pour des raisons de protocole légal, si les 2 conjoints étaient d'origine aryenne pure. La mariée, vêtue de noir, signa les documents sous le nom de Eva Hitler, pour la première et dernière fois. Le 30 avril 1945, à 15h15, Adolf Hitler et Eva Braun se retirèrent dans leur bureau privé du bunker. Les assistants dans le couloir entendirent un coup de feu. Lorsqu'ils entrèrent, Hitler était mort d'une balle dans la tempe droite, son pistolet Walter PK 7,65 mm dans la main. Eva Braun avait ingéré du cyanure. Leurs corps furent enveloppés dans des couvertures, transportés dans le jardin de la chancellerie, imbibés d'essence et brûlés alors que les obus soviétiques continuaient de tomber. Les SS se formèrent brièvement. Le cercle intime les observa. Dans le jardin dévasté, il ne resta pas grand-chose. Le 2 mai, le général Helmut Weidling, commandant de la défense de Berlin, se rendit au maréchal Zhukov. Pendant les derniers jours de combat dans la ville, l'armée rouge avait subi 81 116 morts et 280 251 blessés. Les civils berlinois avaient souffert des combats de rue pendant des semaines, des viols systématiques documentés par l'armée soviétique elle-même dans ses archives, de la faim et de la terreur. La reddition formelle de l'Allemagne fut signée dans la matinée du 7 au 8 mai 1945 à Reims, devant le général Dwight D. Eisenhower. Une deuxième signature exigée par Staline
eut lieu à Berlin-Karlshorst le 8 mai. En janvier 1945, l'armée rouge avait trouvé le complexe d'Auschwitz pratiquement démantelé. Himmler avait ordonné d'évacuer les prisonniers dans des marches de la mort vers l'ouest, 60 000 personnes en plein hiver, dont les 2/3 ne parvinrent jamais à leur destination, et de détruire les chambres à gaz et les crématoires. Ce que les soviétiques trouvèrent furent 7 500 survivants à peine vivants, 600 cadavres, et les archives que les nazis eux-mêmes avaient construites avec une précision bureaucratique. Tout au long de l'été 1945, les Alliés découvrirent un par un les camps en sol allemand: Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau. À Dachau, construit pour 5 000 détenus, ils trouvèrent 30 000 personnes entassées dans des conditions de famine et de maladie. Près de l'entrée, sur une voie de chemin de fer déviée, se trouvaient 50 wagons de fret avec 2000 cadavres et mourants. Un transport de Buchenwald arrivait le 27 avril. Un seul survivant parmi les 2000. Lorsqu'il fut déterré parmi les corps, il regarda frénétiquement les soldats américains et demanda encore et encore « Frey? Frey? Libre? Libre ?» Ce qui restait de l'Allemagne en mai 1945 était méconnaissable. Berlin était en ruine, Hambourg était en ruine, Cologne, Dresde, Nuremberg, la ville des congrès du parti, où les troupes américaines avaient fait exploser la gigantesque croix gammée de pierre le 22 avril 1945 dans un geste de haute valeur symbolique. En ruine, plus de 60 millions de personnes étaient mortes dans le conflit que le Troisième Reich avait déclenché. 6 millions de Juifs avaient été tués de manière systématique et industrielle. 27 millions de citoyens soviétiques, militaires et civils, étaient morts. L'Allemagne elle-même avait perdu entre 6 et 7 millions de morts parmi les militaires et les civils. Les procès de Nuremberg, qui commencèrent le 20 novembre 1945, établiraient pour la première fois dans l'histoire le principe de la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Göring fut condamné à mort et se suicida au cyanure la veille de son exécution. Ribbentrop, Keitel, Jodl et 9 autres furent pendus. Himmler avait été capturé et s'était mordu une capsule de cyanure le 23 mai avant d'être interrogé. L'Allemagne qui émergea des cendres n'était ni l'Allemagne de 1933, ni celle de l'Empire. La division en 2 États, la République fédérale à l'ouest et la République démocratique allemande à l'est, dura 45 ans. Le processus de dénazification fut incomplet, contradictoire et, dans de nombreux cas, interrompu par les besoins de la guerre froide. De nombreux fonctionnaires, juges, médecins et bureaucrates ayant servi le régime poursuivirent leur carrière dans la nouvelle République fédérale. Ce n'est que des décennies plus tard, grâce au travail des historiens, aux procès tardifs et aux témoignages des survivants, que le poids réel de ce qui s'était passé commença à être pleinement intégré dans la conscience allemande et européenne. Le Troisième Reich dura 12 ans et 4 mois, le Reich des 1000 ans que Hitler avait promis. En ce temps, il transforma l'une des cultures les plus avancées d'Europe en le plus grand appareil de destruction que l'humanité ait jamais connu, entraînant avec lui des générations entières d'Allemands, certains enthousiastes, beaucoup obéissants, quelques-uns résistants et beaucoup silencieux, dans une catastrophe qui définit encore les limites de ce qui est humainement possible. Ce ne fut pas inévitable. Cela nécessita des décisions, des lois, des signatures, des ordres, des regards détournés, et une obéissance active de millions de personnes. C'est là, plus que tout autre, la leçon que l'histoire du Troisième Reich ne peut s'empêcher d'enseigner.